Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto@adverti.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler SEO et plus exactement, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire des actions faciles à mettre en place, relativement peu chronophages et pour lesquelles on peut voir des impacts positifs assez rapidement. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui de Fanchon Urbès. Bonjour. Développeuse WordPress et Shopify à l'agence. Fanchon est la seule personne du pôle site web et référencement à accepter de se prêter au jeu du podcast. Alors merci à elle, même si on pense fort à Marine et Robin. Fanchon, je te propose de commencer ? Oui, tout à fait. Fanchon, si on allait tout de suite droit au but pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il y avait qu'un seul truc qu'ils devaient retenir, c'est quoi ? Le contenu, tout simplement. Big up à Robin qui nous dit toujours pensez à faire du contenu d'abord pour vos internautes avant de les penser pour Google, même si évidemment c'est important pour le SEO. Mais l'idée c'est d'avoir par exemple un blog sur son site, ça peut être une très bonne technique de créer des articles qui répondent en fait tout simplement aux questions de vos internautes. Alors attention parce que le blog c'est assez chronophage, il faut quand même s'y tenir, avoir un rythme régulier. Donc ça peut demander pas mal de travail, mais voilà, l'idée c'est que le blog va pouvoir en fait vous aider à chaque fois à remonter dans les résultats de recherche, en plus de répondre à des questions de vos internautes. Blog, FAQ aussi ? Oui, FAQ aussi, ça peut être une alternative d'ailleurs si on ne peut pas se permettre de faire un blog parce que ça demande trop de travail. La FAQ c'est pareil, on va venir répondre aux questions de ces internautes et puis tout comme le blog, quand vous avez des nouvelles questions qui arrivent régulièrement, vous pouvez venir mettre à jour votre FAQ. La FAQ, pas mal pour venir chercher des requêtes de longue traîne, c'est-à-dire des mots-clés assez longs qui répondent pourtant à une problématique de vos internautes. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques pour, par exemple, avec la Search Console, aller chercher des articles en déclin ou des pages en déclin en termes de trafic ? Du coup, effectivement, on peut utiliser la Search Console pour regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les mois précédents, voire dans les années précédentes au niveau de son site, regarder un petit peu le trafic apporté par certaines requêtes, certains mots-clés. L'idée, c'est de venir simplement voir un petit peu les requêtes qui ont bien fonctionné à un moment et puis peut-être se rebaser dessus pour les booster si elles ont perdu un petit peu d'intérêt pour les gens. Et puis il faut analyser un petit peu ce qui se passe dans la Search Console et puis faire son contenu en fonction de ce qu'on peut y trouver. Surtout, gardez bien en tête que c'est vraiment une page, une URL, un contenu, une requête visée. Exactement. C'est vraiment la devise à retenir pour pas se tromper. On cherche pas à rédiger je ne sais combien de pages ou d'articles différents qui vont cibler la même requête. On cherche plutôt à répondre à la requête d'un internaute avec un article très complet, avec une page très complète qui contient beaucoup d'informations à forte valeur ajoutée pour justement tenter de positionner correctement cette page. C'est ça. Autre position justement intéressante, la position 0. Oui. Est-ce que tu as quelques infos à nous donner ? Alors, la position 0, donc là, c'est peut-être un petit peu plus technique parce que, alors, il y a plusieurs manières de la voir. La position 0, c'est ce qu'on appelle aussi le feature snippet. Donc, en fait, c'est le petit encart dans les résultats de recherche qui se situe entre les liens sponsorisés et puis les résultats de recherche naturels. C'est, en fait, simplement le début d'une réponse. Quand vous posez une question sur Google, c'est la première réponse que Google vous propose. Donc souvent, il y a un petit encadré qui la met bien en avant et puis on commence à voir en fait un extrait de ce qu'on retrouve dans votre site. Donc si c'est un article de blog, vous allez simplement voir apparaître le début de votre article de blog. Donc ça, c'est super intéressant à essayer d'atteindre. Donc en général, on va dans ces articles de blog, on va mettre des listes à puces, des choses comme ça qui sont plutôt appréciées, des titres sous forme de questions, des petites astuces comme ça pour essayer d'atteindre la position 0. Et c'est aussi plus technique cette fois-ci, utilisé par les rich snippets. Enfin, Google en fait pioche dans les rich snippets des sites internet pour remplir aussi ces encadrés-là. Donc les rich snippets, en fait, c'est aussi ce qu'on appelle les données structurées dans un site web. C'est par exemple si vous partagez un événement de votre site, ça va être le lieu, l'horaire, la date de l'événement. Si vous êtes un e-commerçant, ça va être le nom du produit, le prix du produit, les avis clients, toutes ces petites informations en fait un peu techniques. Donc ça, Google va venir piocher dedans pour créer finalement ce petit feature snippet
donc la position 0 que vous pouvez retrouver. Ces rich snippets viennent aussi enrichir la métadescription et la balise title qu'on retrouve dans les pages de résultats de recherche, ce qui fait que l'objectif, c'est quand même d'avoir un taux de clic plus important sur ces liens-là. Donc c'est vraiment pas mal de se soucier des rich snippets à un moment donné lorsqu'on est dans une période d'optimisation de son référencement naturel. Est-ce qu'on peut faire un peu un zoom sur les images? Oui, alors les images, c'est très souvent sous-estimé. On n'y pense pas forcément. En tout cas, pour le commun des mortels, on a tendance à pas vraiment les optimiser. Et pourtant, il y a plusieurs raisons. Déjà, optimiser pour les performances du site, parce qu'on sait que si votre site est trop lent, du coup, c'est pénalisant, hein. Déjà, les visiteurs vont pas rester sur votre site parce que il met trop de temps à charger, donc on va quitter. Donc du coup, Google comprend qu'en fait votre site n'est pas de qualité, donc il va finir par vous classer au fin fond des résultats de recherche. Donc déjà pour les performances, qu'est-ce qu'on peut faire pour les performances de ces images? Déjà, ne pas mettre des formats qui sont trop grands. Ça sert à rien de mettre une image qui fait 6000 pixels sur votre site. Vraiment, en tout cas, je vois pas l'intérêt. Donc, essayez d'avoir des tailles qui soient plutôt raisonnables. Nous, à l'agence, on va mettre du 1000 pixels maximum. Voilà, ça va dépendre des cas. Utilisez des formats qui sont récents et qui sont pensés pour le web. Typiquement, le WebP. Donc, c'est un nouveau format qui est apparu il y a quelques années. On n'entendait encore pas beaucoup parler. Maintenant, c'est vraiment devenu classique. C'est un format qui remplace JPEG, PNG sur les sites web, etc. C'est ça. C'est vraiment un tout autre format et qui est vraiment optimisé pour un chargement rapide. Et enfin, pour le contenu et vraiment plus penser un peu plus SEO, du coup, la balise Alt, qu'on a tendance parfois un petit peu aussi à oublier. Donc, la balise Alt, en fait, c'est ce qui va décrire votre image. Vous prenez votre image, il y a quoi dans mon image? Il y a en fait, vous décrivez ce qu'il y a dans votre image, dans la balise Alt. Ça sert à la fois pour Google, pour que vous puissiez indexer votre image dans la base d'images de Google, tout simplement, parce qu'actuellement, Google n'est pas capable encore de lire et de comprendre vraiment ce qu'il y a sur l'image. Peut-être dans les prochaines années avec l'IA, puisque là, ça commence quand même à venir. Mais en tout cas, remplissez toujours votre balise Alt. Et puis aussi pour les personnes qui sont malvoyantes, du coup, qui vont activer des options dans le navigateur. Et en fait, au lieu d'afficher l'image, il va afficher en fait le texte de la balise Alt. Donc, ça permet aux personnes malvoyantes de comprendre ce qu'il y avait sur la photo initialement. Accessibilité, toujours très important. Pour tout ce qui est domaine, tu as commencé à parler de balises, donc autant qu'on continue sur ce sujet, est-ce que tu as d'autres balises qui représentent au final des astuces faciles à mettre en place et qu'il faut... Oui, tout à fait. Alors, les deux premières balises qui sont ultra importantes et qui, en fait, sont la première interaction que l'utilisateur va avoir avec votre site, ce sont les balises title et les balises métadescription. Donc, en fait, c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche Google. Donc, c'est super important de bien les travailler parce que c'est ce qui doit donner envie à l'utilisateur de cliquer sur votre lien. Donc là, on va venir vraiment optimiser son taux de clic, tout simplement avec ces balises-là. Donc la balise title, il faut qu'elle soit quand même relativement courte. On recommande du coup 70 caractères parce qu'au-delà, en fait, elle va être tronquée par Google. Donc pas d'intérêt de la faire plus longue si elle peut pas être lue entièrement par l'utilisateur. Unique évidemment à la page. Faut pas qu'il y ait la même balise title sur toutes les pages, ça n'a aucun sens. Et puis c'est assez précise et bien sûr avec un titre si on peut accrocheur puisque l'objectif est de donner envie à l'utilisateur de cliquer. Super. Autre balise dans une même page? Ouais. Alors, on a aussi la balise métadescription, donc qui vient là aussi sur les résultats de recherche. Donc, on a la balise title et la balise métadescription. Donc là, c'est plutôt 230 caractères. On va venir un petit peu plus donner de détails sur ce que contient la page. Pareil, l'idée, c'est d'accrocher l'utilisateur pour qu'il clique sur... On rappelle tout de même que la balise métadescription en soi n'améliore pas le référencement naturel. Ce que ça va améliorer, c'est vraiment le taux de clic depuis la page de résultats de Google pour aller vers votre site. Donc c'est quand même important de s'en soucier, c'est quand même important de la rédiger vous-même pour être maître du contenu qui apparaît. Mais en tout cas, à une époque, elle avait un poids en référencement naturel et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si vous utilisez des CMS type WordPress... Wix, peu importe. Il y a beaucoup aujourd'hui de plugins qui permettent de travailler ces deux balises-là et de voir vraiment l'aperçu en direct de ce que ça rend sur les résultats de moteurs de recherche. Si on cite WordPress, ça va être Yoast SEO et SEO Press, c'est vraiment les deux plugins les plus utilisés pour ça. Ça permet d'avoir ce petit aperçu à la fois sur PC et puis aussi à la fois sur mobile. Super. Est-ce que on peut aller sur une partie un petit peu plus technique maintenant, Chonche, sur la partie entre autres vitesse de chargement? Est-ce que tu as des quick wins à indiquer à nos internautes? Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, plus le site est lent, plus c'est pénalisant pour le SEO. Donc l'idée c'est de
d'identifier un petit peu les problèmes que vous pouvez avoir sur votre site. En général, les problèmes les plus courants, ça va être le poids des images, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez souvent sous-estimé. Le serveur, bon, on peut pas prendre un serveur à 2 € par mois, malheureusement, c'est pas toujours super efficace. Mais donc, ça existe. Oui, bah, il y a des, serveurs low cost, comme pour tout, mais c'est pas forcément la bonne idée. Enfin, on en voit beaucoup, mais malheureusement, on voit bien que les sites, même s'ils sont optimisés à 100%, derrière, si on a un mauvais serveur, bah, le chargement se fait pas correctement, donc c'est pénalisant. Donc il faut quand même essayer de prendre quelque chose d'un minimum performant. Il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui sont vraiment spécialisées, par exemple pour WordPress. Je sais que nous à l'agence on utilise WP Server, c'est pensé pour du WordPress, donc tout est optimisé au niveau du serveur pour optimiser le chargement tout simplement. Il faut aussi se concentrer sur les Core Web Vitals, donc là c'est sorti il y a quelques années, donc c'est aussi ce qu'on appelle les signaux web essentiels. Donc là en fait c'est une liste de critères établis par Google pour s'assurer qu'en fait l'expérience utilisateur est bonne, l'ergonomie du site se fait bien. Ces 3 choses-là, donc vous pouvez les regarder avec différents outils, par exemple Google PageSpeed Insight, on a GTmetrix, Pingdom Tool, voilà, il y a plein d'outils qui vous permettent de faire un petit audit technique de votre site et de voir un petit peu quels sont les éléments qui ne vont pas sur votre site et que vous pouvez optimiser pour du coup gagner en performance et en vitesse de chargement. L'une des bonnes pratiques, sauf erreur de ma part, c'est de commencer à se soucier de tout ce qui est cache sur un site web. Oui, tout à fait. C'est clairement la base. Surtout quand on a des gros sites avec beaucoup de contenu, le cache, c'est la première chose à mettre en place. Est-ce que tu peux expliciter du coup ce qu'est le cache pour nos auditeurs ? Alors, le cache, c'est quand votre navigateur en fait va garder en mémoire votre site à une date donnée, de sorte à ce que si vous retournez sur le site, je sais pas, dans les jours qui suivent, en fait, vous allez charger à partir de ce cache-là. Vous n'allez pas en fait refaire appel au fichier originel du site, vous allez faire appel à ce qui est dans le cache de votre navigateur. Je sais pas si c'est très explicite. Si, ça me semble plutôt clair. Et du coup, ça permet en fait de se baser sur vos fichiers en local et donc d'avoir un chargement qui est bien plus rapide que d'aller faire la requête sur les serveurs pour recharger la page. Et donc du coup ça, quand une personne crée un site web, elle a la main sur comment gérer le cache. Oui, alors du coup c'est pas forcément natif, mais on peut utiliser des plugins comme WP Rocket, W3 Total Cache, voilà, il en existe pas mal. Bon après c'est parfois un petit peu technique, il y a différents paramétrages possibles, mais en tout cas déjà avoir au moins les réglages de base pour au moins activer le cache. Après on peut pousser techniquement si on veut, mais c'est effectivement la première chose à mettre en place. Super. Et concernant toujours la partie technique, mais plus maillage, est-ce qu'il y a des infos intéressantes que tu pourrais nous donner ? Alors, on a toujours ajouter des liens internes et externes dans ces contenus, c'est assez important. Enfin, on en a beaucoup parlé il y a quelques années et on a tendance un petit peu à l'oublier aujourd'hui, mais pourtant ça a toujours son importance au niveau du référencement naturel. Donc pensez par exemple, donc pour les liens internes, à faire un lien entre 2 pages de votre site. Alors évidemment, faut qu'il y ait une cohérence. C'est pas je mets des liens partout pour que mon visiteur aille sur toutes les pages de notre site. Ça sert à rien. Il faut que ce soit cohérent, mais en tout cas, voilà, ça permet en fait aux visiteurs de découvrir d'autres pages qui sont complémentaires à votre première page originale, et puis à Google aussi d'avoir un autre point d'entrée que le fameux menu du site internet pour aller indexer vos pages. Ok. Toujours par rapport à ces liens, donc il y a les liens internes entre les pages, mais il y a aussi au final les liens externes, donc des liens qui sont présents sur les pages de sites web et qui vont rediriger vers d'autres sites web. Oui, tout à fait. On a pas mal de personnes qui sont assez frileuses à faire ça parce que les personnes se disent bah non mais moi je veux que l'internaute il reste sur mon site, il veut qu'il reste sur ma page, qu'il découvre mon contenu, je vais pas leur envoyer ailleurs. On en pense quoi ? Oui, alors l'idée c'est quand même, évidemment on va pas en faire à toutes les sauces, mais c'est toujours pareil d'avoir quelque chose qui est complémentaire. Si vous avez une page qui parle d'un sujet et puis que le site d'un confrère, peu importe, va en parler avec plus de détails et que vous trouvez intéressant de renvoyer sur son site, et ben faites-le en fait. Mais évidemment, il faut que ce soit des sites qui soient vérifiés, où vous savez que l'information est bonne, que c'est qualitatif, quoi. Ça marche. J'aime beaucoup rappeler la notion de web. Quand c'est comme ça, web, ça veut dire toile d'araignée en anglais. Et en fait, c'est cette notion d'interconnexion qu'il y a entre les sites qui existent. Donc Google a besoin, Google et les autres moteurs de recherche ont besoin de pouvoir naviguer de site en site, et entre autres grâce aux liens que vous pouvez mettre dans votre site web et qui vont pointer vers d'autres sites. Donc
Vraiment très important d'ajouter des liens internes et des liens externes, à ne pas confondre du coup avec les backlinks. Cependant, c'est pas tout à fait pareil. C'est ça. Du coup, les backlinks, c'est quand les sites externes renvoient sur votre site à vous. Donc c'est l'inverse finalement. Et au final, c'est une belle conclusion quand même, parce que les backlinks, c'est le troisième pilier du référencement naturel. On est allé sur la partie contenu, on est allé sur la partie technique. Le troisième pilier principal, c'est les liens externes qui vont pointer vers votre site web, ce qu'on appelle donc des backlinks. Là, l'idée, c'est vraiment de venir travailler votre autorité grâce à des contenus externes aux vôtres, mais qui vont parler de vous et qui vont renvoyer vers votre site. Là, Google, plus il va avoir de contenus qualitatifs qui vont parler de vous, plus il va se dire je peux faire confiance à ce site web-là sur cette thématique-là, donc je peux le positionner correctement face à une requête utilisateur. Super. Est-ce que tu vois des choses à ajouter, Chonchon ? Oui, on a juste oublié de mentionner tout à l'heure les balises HN qui sont vraiment propres à la page, à son article de blog, à sa page de site. On a mentionné la balise title et description, mais pas les balises HN. Donc pour rappel, les balises HN, c'est ce qui permet dans votre page à Google de comprendre de quoi va parler votre page et aussi de comprendre la hiérarchie de la page. Donc typiquement, on va commencer avec la balise H1, donc qui est vraiment la balise la plus importante de la page. Puis ensuite la balise H2, H3, H4 et on développe au fur et à mesure. Donc le H1, c'est vraiment le titre de votre page. Le H2, ça va être votre titre de première partie. Le H3, une sous-partie, etc. Donc, c'est vraiment aussi des balises qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut, il faut en prendre soin, tout simplement. Elles ont plus de poids, du coup, que le contenu textuel traditionnel qui est affiché sur une page. C'est vraiment sur ça, finalement, que Google se base, même si Google va lire aussi les paragraphes de votre site, mais il se base d'abord sur les titres, puisque ça donne l'importance, en fait, à votre contenu. Super. Est-ce qu'on a oublié certaines choses ? C'est tout bon ? Je pense que cette fois, on est bon. Ça marche. On ne cessera de le répéter, même si ces quick wins sont à mettre en place, une stratégie de référencement naturel doit être pensée sur le long terme. En tout cas, merci encore, Chonche, pour ces échanges. Je suis certaine que nos auditeurs et nos auditrices ont pu grappiller un certain nombre d'astuces actionnables qu'ils peuvent d'ores et déjà mettre en place. Pour ma part, je vous dis à dans 15 jours. Avec plaisir, à bientôt. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose ? N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto@adverti.fr. À très vite.